création de la municipalité. Donc je suis heureux de revenir dans un autre contexte aussi. Il est vrai, sur un autre sujet, qui est, comme celui-ci, et à mon travail et à mon engagement, puisque c'était les violences envers les femmes. Donc ça prouve que finalement ces deux mondes coexistent paisiblement. Il y a deux raisons pour lesquelles je suis présent, je crois, deux raisons pour lesquelles j'ai été invité, mais en tout cas deux raisons pour lesquelles j'ai accepté cette proposition. La première, c'est que je travaille effectivement sur ce que j'appelle, avec d'autres, la question Rome. Et la deuxième, c'est que je m'intéresse, comme tout le monde bien sûr, mais y compris dans mon travail, à la question aujourd'hui, à mon sens cruciale, de liberté publique, et entre autres, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, de la liberté de manifester, dans une actualité où ces questions se posent de manière assez aiguë, et pas seulement vis-à-vis de la presse, mais bien sûr dans d'autres domaines. Il se trouve que ces deux raisons d'être présent, qui sont aussi deux domaines d'intervention pour ce qui me concerne, elles ont des rapports. Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Je vais d'abord vous parler tout simplement de la question Rome, dans le prolongement du livre qu'avec trois autres personnes, deux journalistes et un militant que nous avons publié, qui s'appelle donc Roms et riverains, une politique municipale de la race. Les trois autres auteurs sont Karine Fouteau, Serge Guichard et Aurélie Windels. Karine Fouteau qui est journaliste à Mediapart, Aurélie Windels qui est journaliste indépendante et qui travaille actuellement avec le collectif Cette France-là, auquel j'appartiens également, qui a écrit plusieurs volumes sur la politique d'immigration sous Nicolas Sarkozy et qui poursuit avec d'autres projets aujourd'hui. Et enfin Serge Guichard qui est militant de toujours, qui a été jusqu'à très récemment militant au Parti communiste français, y compris professionnellement, et qui, à la retraite, a continué son engagement, à la fois comme élu, mais aussi comme militant, à proprement parler, ce qui l'a amené d'ailleurs à rompre avec la municipalité dans laquelle il était engagé à Palaiseau, et c'est ce qu'il raconte dans le livre. Voilà, c'est pour dire que ce travail n'est pas un travail uniquement mien, c'est un travail collectif, même si j'en suis à l'origine, et je souligne aussi la qualité des différentes personnes, puisqu'il est relativement inhabituel pour des sociologues, donc pour des universitaires, de co-signer avec des gens qui ne sont pas universitaires, et en l'occurrence qui sont, je vous l'ai dit, journalistes et militants. C'est une sorte de mélange des genres qui est regardé souvent avec suspicion, ou avec méfiance, ou avec réticence, et qui a été choisi et revendiqué comme une manière de réfléchir à aujourd'hui ce qui se passe autour de la production de l'information et du savoir, avec ce mélange entre des mondes différents. Je ne vais pas le développer davantage, mais je voulais quand même le rappeler en introduction. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous parler de la question Rome, avant de revenir à la question de pourquoi ça pose problème d'en parler, qui sera la fin de ma présentation. Ça veut dire quoi, d'abord, parler de la question Rome? La première chose que je revendique, et que mes co-auteurs revendiquent également, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes des Roms. Il y a des gens, et c'est une très bonne chose, qui savent beaucoup de choses sur les Roms. Ça n'est pas mon cas. Je ne dirais pas que je ne sais rien, mais en tout cas, je ne suis pas un spécialiste des populations roms. Parce qu'en fait, l'objet sur lequel nous avons travaillé, ce n'est pas les Roms, c'est la question Rome. Ce n'est pas la même chose de réfléchir sur une population et de réfléchir sur une question. Une question, c'est quoi? C'est ce qui est construit politiquement comme un enjeu. Donc, si on veut comprendre la question Rome, et pas simplement les Roms, bien sûr, des Roms qui sont en France en font partie. Mais il n'y a pas que. Il y a des élus. Il y a, par exemple, l'actuel Premier ministre. Il fait partie de la question Rome, beaucoup plus, à certains égards, que les populations roms elles-mêmes qui sont l'objet de cette politique. De fait, on se rend compte que la question Rome, c'est quelque chose sur quoi tout le monde se sent autorisé à parler, sans grande connaissance. J'ai souvenir, par exemple, alors qu'elle était porte-parole du gouvernement,
d'avoir eu un échange avec Najat Vallaud-Belkacem à la suite d'une émission, mais donc en dehors, et où je lui parlais brièvement de la question Rome, et où elle me disait « Oui, mais c'est différent parce qu'ils sont nomades. » Et je lui disais « Bah non. » Elle me disait « Bah si. » Et croyez-le si vous voulez, mais j'ai dit « Bah non. » Une deuxième fois, parce que ce qui me paraissait très intéressant, c'est que quelqu'un qui était porte-parole du gouvernement au moment où ces questions étaient posées avec le plus d'acuité par des interventions fortes du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui est aujourd'hui le Premier ministre, eh bien, elle ne savait pas. Elle croyait effectivement que leur culture est différente et que c'est pour ça qu'on a un problème et qu'on ne sait pas quoi en faire. Pour citer le préfet à l'égalité des chances de Seine-Saint-Denis, qui depuis est allé vers des fonctions encore plus importantes dans l'office de l'immigration, il disait « C'est des populations, on ne sait pas faire. C'est une sociologie avec laquelle on ne sait pas faire. » Vous comprendrez que l'idée que c'est une sociologie avec laquelle on ne sache pas faire, elle est importante pour quelqu'un dont le métier est d'être sociologue. Est-ce qu'on va soi-même contribuer à produire une sociologie qui va donner le sentiment qu'on parle de gens exotiques? Ou bien, est-ce qu'on va mettre l'accent sur le fait qu'on produit cet exotisme, on produit cette différence culturelle? D'une part, en disant des choses fausses, mais aussi par des actions bien réelles qui ont des effets bien réels. Donc, je ne vais pas vous parler en spécialiste des populations roms, de la culture rome, etc., parce que la culture rome, c'est aujourd'hui l'argument principal pour justifier de traiter les populations roms de manière différente des autres. Autrement dit, le culturalisme, aujourd'hui, est l'arme principale du racisme en France. C'est la raison pour laquelle je ne parle pas de la culture rome, non pas qu'il n'y en ait pas, non pas qu'il soit raciste de parler d'une culture rome, etc., mais nous sommes dans un contexte politique, celui de la question rome, où on ne peut pas faire abstraction de cette instrumentalisation du discours sur la culture. Donc si on ne parle pas de la culture rome, on peut parler de quoi? Eh bien on peut parler du traitement qui est réservé à ces populations. Donc la question c'est comment on fait pour produire politiquement des gens différents. Une première manière, c'est de les traiter différemment, et de les traiter différemment sur des choses assez fondamentales, comme par exemple l'hygiène. Le fait qu'en France, dans beaucoup d'endroits, je ne parlerai pas de Strasbourg que je ne connais pas, ou que je connais très peu, mais en France, dans beaucoup d'endroits, eh bien, on ne ramasse pas les ordures dans les bidonvilles roms. Ou bien, quand on finit par le faire, on le fait de manière minimale, par exemple, avec juste une benne à ordures quand il y a 200 personnes. Alors que c'est une obligation pour les pouvoirs publics. Qu'est-ce que ça a comme résultat? Eh bien, l'amoncellement des ordures. Et l'amoncellement des ordures, ça a quoi comme conséquence sociale? C'est que tout le monde se dit, les Roms, c'est des gens qui sont sales. La preuve, il y a plein d'ordures. Ça, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui a pour effet de produire une différence. Parce que, effectivement, et je suppose, je me trompe peut-être, mais que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes roms dans la salle ce soir, eh bien, on se dit, ils ne sont pas comme nous. Parce que moi, je ne vivrai pas au milieu des poubelles. Et dans l'ouvrage que nous avons publié, un des co-auteurs, donc Serge Richard, dont je vous ai déjà parlé, il a été poursuivi au pénal. Donc, on va se plaindre. Il a été poursuivi au pénal parce qu'il avait organisé une manifestation qui consistait à réunir beaucoup de sacs poubelles du Conseil général, à aller avec les associations qui travaillaient avec les populations roms dans un bidonville près de chez lui, et de mettre toutes les ordures dans des sacs poubelles et de les aligner sur le trottoir, en faisant bien attention que ça n'aille pas sur la route, pour ne pas créer du désordre, mais en même temps pour démontrer qu'il y avait beaucoup d'ordures et qu'il aurait suffi de ramasser des sacs.
La démonstration était assez probante parce que ça faisait un mur de 2 mètres de haut et de 100 mètres de long. Le résultat, c'est qu'il a été poursuivi au pénal. Pourquoi? Non pas que la poursuite était justifiée, elle a fini par être abandonnée, mais pour l'intimider. Et pourquoi voulait-on l'intimider? Eh bien parce que il donnait la preuve, l'illustration visible avec cette muraille de 100 mètres de long, que les pouvoirs publics ne respectaient pas la loi. Autrement dit, qu'on créait un problème auquel on prétendait ensuite remédier. Deuxième exemple que je vais traiter plus rapidement, qui est celui des toilettes. Lorsque arrive un groupe de personnes, je reviendrai sur la définition, qu'on appelle Roms. Si on refuse d'installer, par exemple, des toilettes sèches, vous me trouvez sans doute bien trivial, mais je pense que la trivialité est essentielle dans cette affaire. Donc si on refuse d'installer des toilettes sèches, eh bien, les voisins, et on verra qu'on les appelle des riverains, au bout de quelques temps, se plaignent en disant « Regardez ces gens-là, il y a des excréments partout ». Par exemple, une dame que nous étions allés interviewer, qui était une riveraine, qui habitait pas loin, et qui était très furieuse parce que cette présence des Roms à côté faisait baisser la valeur de sa propriété au moment où elle s'apprêtait à la vendre, eh bien cette dame nous expliquait, vous savez, ces gens-là, ils ne crottent pas comme nous. Ça dit quelque chose. Ça dit qu'on a réussi à obtenir le sentiment qu'ils n'ont pas la même nature que nous. Qu'on n'est pas pareil. C'est pas juste qu'on n'a pas la même culture, mais qu'on n'a pas les mêmes corps, au fond. Et là, on voit bien que cette politique, elle a des effets, c'est-à-dire les voisins vont se plaindre. Mais les voisins, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les excréments, ou ils voient les poubelles, ils ne voient pas la politique qui est menée. Ils voient le résultat de cette politique. Et donc, ils croient que les Roms sont la cause, alors que les Roms sont l'objet de cette politique. Donc, le travail qu'on avait essayé de faire dans cet ouvrage, c'était précisément de renverser les choses. De dire, au lieu de regarder les Roms, regardez le traitement qu'on applique à ces populations et les effets que ça a. Autrement dit, regardez une politique. Prendre pour objet la question Rome, c'est prendre pour objet une politique. Alors, dans le sous-titre de cet ouvrage, on parlait d'une politique de la race. Je n'ignore pas que le mot fait sursauter, et à juste titre. C'est un choix que nous avons fait, non pas de provocation, mais pour mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire pour dire les choses telles qu'elles sont. Je m'explique. Bien sûr, nous ne suggérons pas qu'il existe une race Rome. Nous ne suggérons pas qu'il existe des races. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de dire ce que c'est aujourd'hui en Europe, et en particulier en France, que la race. La race, ce n'est pas un trait biologique. C'est même pas un trait culturel, c'est une politique. C'est que pour le problème de l'immigration, on est obligé de le grossir pour nous convaincre que c'est considérable. Pour la question Rome, on n'essaye même pas. Comme le disait cet élu marseillais, il y en aurait 10, ce serait déjà trop. Et ça nous ramène à la politique de la race. C'est plus seulement de la xénophobie, c'est une politique de la race. Alors pourquoi on a une politique de la race? En quoi ils nous gênent ces gens-là? Bien sûr, personne n'aime particulièrement les pauvres, mais pourquoi il y a cette focalisation sur ces pauvres? Un premier élément qu'on peut peut-être souligner, c'est que c'est justement parce qu'ils sont européens. Ne vous trompez pas sur ce que je vous dis là, je ne dis pas qu'on traite bien les Africains. Mais les Africains, au moins, on peut s'abriter derrière le droit. Ils n'ont pas les mêmes droits que les Européens. Donc, quand on veut les expulser par charter, pas de problème. Le problème avec les Roms, c'est qu'ils sont devenus européens en même temps que la Roumanie et la Bulgarie. Donc, comment faire pour qu'ils partent alors qu'ils ont le droit d'être là? C'est ça la politique actuelle. C'est une politique qui vise à leur rendre la vie invivable.
comme ça, ils finiront par partir d'eux-mêmes. Vous voyez bien que ce n'est pas la même chose qu'on fait aux Africains. Les Africains, on peut effectivement les laisser mourir en mer, ou on peut les expulser, etc. Mais il n'y a pas la même volonté de leur rendre la vie invivable à travers toutes ces choses, telles que, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ordures ou les toilettes sèches, parce qu'on ne veut pas qu'ils s'installent, donc on ne voudrait quand même pas qu'ils aient une vie normale. On veut qu'ils partent. C'est la raison aussi pour laquelle on nous explique d'un côté, ces gens-là, étant donné leur culture, ne peuvent pas s'intégrer dans notre société. C'était les propos de Manuel Valls, j'y reviendrai bientôt. Mais d'un autre côté, on empêche de facto, et parfois de manière assez revendiquée, leurs enfants de s'inscrire à l'école. Il y a plus de la moitié des enfants roms en France, roms au sens roumain, bulgare, migrants venus en France, plus de la moitié qui ne sont pas scolarisés. Dans un pays qui se gargarise du mot République, c'est tout à fait frappant. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de scandale là-dessus? Alors vous me direz, c'est la responsabilité des municipalités. Mais normalement, c'est la responsabilité de l'État de faire respecter la loi par les municipalités. Combien y a-t-il eu de procès à des municipalités en France pour non-inscription d'enfants roms à l'école? Un seul. J'ai été cité comme témoin, si je puis me permettre de me vanter. Et pour être parfaitement honnête, je n'étais pas du côté de la municipalité dans ce procès. Donc, un seul procès, et ce qui est intéressant, c'est que le parquet a demandé qu'on laisse tomber les poursuites. Alors qu'il y avait en face non seulement les associations, comme la Voix des Roms bien sûr, mais aussi comme le GISTI et d'autres, mais l'avocat du défenseur des droits, c'est-à-dire d'une institution de la République. Alors il est vrai qu'aujourd'hui Jacques Toubon apparaît comme un gauchiste, mais celles et ceux d'entre nous qui ont la mémoire un peu plus longue se rappellent que le gauchisme n'est plus ce qu'il a été. C'est-à-dire qu'avoir été chiracien n'était pas un gage a priori de gauchisme, mais ça veut dire que les choses ont bougé. Donc, un seul procès et relax, avec le soutien du parquet. Alors que les éléments me paraissaient assez probants. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Eh bien, on peut dire, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas s'intégrer, leurs enfants ne vont pas à l'école. Et on les empêche de s'inscrire à l'école, ou bien, s'ils sont inscrits à l'école, on va faire comme dans beaucoup de bidonvilles de la Seine-Saint-Denis, on va les expulser en milieu d'année, ce qui fait que ceux qui sont scolarisés, comme c'était le cas par exemple dans le bidonville des Coquetiers, eh bien, ils ne sont plus scolarisés, parce qu'on les envoie 15 km plus loin, 20 km plus loin, ils ne peuvent plus aller à l'école, ils sont obligés de se cacher, etc. Donc ça, c'est une politique qui est une politique de production d'un problème. Je vous le disais sur la culture tout à l'heure, mais je crois que la culture, c'est précisément ce qu'on va dire pour dire ils ne peuvent pas s'intégrer. Donc qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui? C'est que si on veut leur rendre la vie invivable, eh bien, on va avoir une politique qu'on avait qualifiée dans le livre d'auto-expulsion. C'est emprunté d'une politique des conservateurs républicains aux États-Unis à l'égard des migrants. Le plus efficace, c'est qu'ils partent d'eux-mêmes. Autrement dit, qu'ils finissent par se dire qu'il serait mieux chez eux qu'ici, ou en tout cas ailleurs qu'ici. Le problème, avec cette politique qui paraît frapper au coin du bon sens, c'est que des gens qui ont une vie très difficile, en Roumanie par exemple, parce que à la fois les conditions économiques sont très dures, plus de 10% de la population qui est partie en quelques années, mais encore plus pour les Roms, ça doit être quelques pourcents de plus, parce qu'ils sont en plus victimes de discrimination. Donc comment leur dire, par comparaison, c'est mieux chez vous? Eh bien, ça veut dire qu'il faut leur créer des conditions terribles. Comme le disait avec élégance le maire de Lyon, maire socialiste Gérard Collomb, au lendemain d'un incendie qui avait coûté la vie
à 3 personnes Rome, il ferait quand même mieux de retourner vivre chez eux plutôt que de venir mourir ici. Ça, c'est une politique. C'est-à-dire qu'on crée des conditions qui font que, raisonnablement, nous sommes tentés de nous dire, quand même, il ferait mieux de retourner vivre chez eux plutôt que de venir mourir ici. Alors, cette politique de la race, je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps, parce que je voudrais maintenant vous parler un peu du lien avec les questions de liberté d'expression, de liberté de la presse. Et je crois que ce qui la caractérise, c'est qu'elle est indicible. En France, il n'y a pas de race. En Europe, il n'y a pas de race. Or, nous avons une politique de la race, c'est-à-dire que nous traitons certains Européens différemment des autres, non pas sur un critère national, mais sur un critère qu'on pourra appeler ethnique, qu'on pourra appeler racial, qu'on pourra appeler ce qu'on voudra, mais qui n'est pas un critère légal. Nous avons une politique qui vise une population sur un critère qui n'existe pas aux yeux de notre droit. On en a eu la preuve à l'occasion du procès qui est fait à Manuel Valls par la Voix des Roms. Ce procès, il s'est fait en 2 temps avec une première plainte qui était celle du MRAP et qui a été portée devant la Cour de justice de la République parce que les politiques ne sont pas justiciables de tribunaux ordinaires, mais de tribunaux qu'on pourrait qualifier de politiques. La Cour de justice de la République a trouvé que les différents propos, dont vous vous souvenez peut-être sur la vocation des Roms, terme que Manuel Valls reprenait de Nicolas Sarkozy, mais aussi toutes ces idées sur leur culture qui est nécessairement en confrontation avec la nôtre, etc., tous ces propos sur les Roms, eh bien, ne posaient pas de problème, ou en tout cas ne devaient pas être visés par des poursuites, puisque c'était la politique de la France. Autrement dit, peut-être que c'est raciste, mais si c'est la politique de la France, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première plainte. La deuxième plainte, c'est la plainte de la Voix des Roms, qui a, premièrement, redéfini un petit peu le corpus, et deuxièmement, le corpus des citations, et deuxièmement, qui a essayé de s'en prendre, non pas à un tribunal qui serait un tribunal politique, la Cour de justice de la République, mais un tribunal normal. Cette plainte a été rendue publique au moment même où Manuel Valls devenait Premier ministre, mais il n'y a eu aucune dépêche d'agence et aucun article dans les journaux, sauf des tribunes, en particulier, que j'ai écrites dans différents médias. J'ai essayé d'en parler dans tous les médias, et ça n'a jamais été repris dans aucun média. J'y reviendrai. Ce procès, il est intéressant parce que ça pose effectivement la question de est-ce que c'est la politique de la France ou pas? Donc, en première instance, le tribunal s'est déclaré incompétent en disant c'est la politique de la France. Donc, ça ne relève pas de nous. Il y a eu un appel pour lequel, je m'en vante également, j'ai été cité comme témoin, et vous l'aurez peut-être compris par le contexte de mon intervention, pas du côté de Manuel Valls. Lorsque l'appel a été entendu, ce n'était pas évidemment sur la question de est-ce que c'est raciste ou pas, puisque ça avait déjà été écarté. C'était seulement est-ce que le tribunal est compétent ou pas pour juger de cette politique? C'est-à-dire, est-ce que ça relève de la Cour de justice de la République ou bien est-ce que ça relève d'un tribunal normal? La justification pour dire que ça relève de la Cour de justice de la République, c'est de dire mais c'est la politique de la France. Or, l'ONU critique la France pour sa politique à l'égard des Roms. Quelle est la défense de la France quand elle répond à l'ONU? Nous n'avons pas de politique à l'égard des Roms. Nous nous occupons juste des bidonvilles. Il y a là une contradiction forte de 2 choses l'une. Soit la France a une politique à l'égard des Roms, et l'ONU a raison de critiquer, et il ne faut pas mentir à l'ONU, c'est pas bien. Soit la France n'a pas de politique à l'égard des Roms, et les propos de Manuel Valls à l'encontre des Roms
ne sont pas des propos qui reflètent la politique de la France, et il faut donc bien en tirer les conséquences. Donc dans tous les cas, normalement, il perd. Sauf que dans tous les cas, il gagne. C'est-à-dire qu'en appel, à nouveau, le tribunal, qui a entendu mon argument que moi-même, avec modestie, je trouvais excellent, eh bien, le tribunal n'a pas changé d'avis pour autant. Ce qui est étonnant, parce que, comme moi, vous croyez à la force de la vérité. Peut-être même à la rationalité. Mais on peut dire, simultanément à l'ONU, nous n'avons pas de politique à l'égard des Roms, et dire je ne peux pas être jugé pour mes propos sur les Roms parce que c'est la politique de la France. Simultanément. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est possible de le faire? Une des conditions de possibilité, c'est le fait que ça ne se raconte pas. C'est là que la presse a un rôle très important à jouer. Je reprends, je vous disais, pas de dépêche AFP au moment du procès, au moment, pardon, du dépôt de la plainte. C'est-à-dire au moment même où le Premier ministre est nommé. Dans n'importe quel autre pays que je connaisse, c'était une information intéressante. Là, non. Arrive le procès, très peu d'articles. Arrive ensuite le jugement, le premier jugement, et là, on a une dépêche AFP pour la première fois, mais avant le jugement, qui annonce le jugement avant. Alors ils s'étaient trompés dans le titre, mais ils anticipaient sur la décision de la justice. Dépêche AFP. Ensuite, alors ils sont corrigés ensuite, mais comme vous savez, il reste des traces sur Internet. C'est un des malheurs de l'époque. Ensuite, au procès en appel, où j'étais présent, comme témoin, j'avais essayé de solliciter des journalistes du Monde, de Libération. Personne n'est venu. Par exemple, j'ai su qu'une personne du Monde qui était sollicitée pour y aller avait dit « oui, mais c'est pas intéressant puisque Manuel Valls ne va pas venir en personne ». Autrement dit, s'il ne se défend pas, évidemment, cette plainte n'était pas très solide. Donc le but n'était pas de gagner, le but était d'intimider. Ça marche très bien. Je peux vous dire que moi, je fais attention à ce que j'écris en ce moment. Que je réfléchis à chaque mot en essayant d'être le plus désagréable possible, sans pour autant encourir le moindre risque. Parce que mon courage est assez limité. Je prends mon exemple encore une fois, mais j'imagine que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'on se pose ces questions-là. C'est à ça que ça sert. Ça sert à empêcher que les choses ne soient dites. Le résultat, c'est que par exemple, il est difficile de les faire entendre dans les médias pour l'affaire Bernard Mésadry. J'ai écrit une tribune où je détaillais tous les éléments de cette histoire. J'en ai informé le journal Libération qui n'était pas au courant. J'ai demandé est-ce que vous avez prévu de faire un article? Non, donc est-ce que je peux faire une tribune? Oui, cette tribune est acceptée dans le principe. Je vous l'envoie jeudi, d'accord. Et elle sera publiée lundi, d'accord. Tant de signes, nous sommes d'accord. J'envoie la tribune le jeudi, on me dit c'est d'accord, il n'y a pas de problème, elle est acceptée, c'est bon. Le vendredi, on me laisse un message en me disant l'avocat de Libération a dit qu'on ne pouvait pas publier parce qu'on s'exposait à une plainte. Donc je l'ai publié sur mon blog. On m'a dit oui mais là ça risque moins. Ça c'est un exemple pour Libération, mais ne croyez pas que j'ai envoyé particulièrement à Libération ou à Arte ou à qui que ce soit, puisque par exemple Le Monde, lorsque j'ai écrit la tribune sur le procès de Manuel Valls, dans un premier temps ils n'ont pas répondu, ils ont oublié que j'existais, etc. Et puis quand ils ont finalement accepté, j'avais écrit un texte qui était un peu long, donc on m'a demandé une version plus courte, ce qui est normal pour la version papier. Et puis, au dernier moment, on m'a dit, ce ne sera pas dans la version papier. Mais on va quand même publier la version courte. Je dis, pourquoi il y a de la place sur Internet? Ah, c'est mieux, c'est plus efficace. Qu'est-ce qui avait disparu dans la version courte par rapport à la version longue? C'est la partie où je décrivais le refus des médias de parler de cette histoire, et en particulier le fait que le journaliste de l'AFP, comme je vous l'ai raconté, a rebroussé chemin devant la porte du tribunal. Donc ça ne figure pas
sur le site du Monde, qui ne renvoie pas à la version intégrale comme il m'avait dit qu'il le ferait, sur mon blog Mediapart. Et ça ne figure pas du tout dans la version papier, c'est-à-dire dans la version que lisent les hommes politiques. Les hommes politiques lisent moins sur... Enfin, je dis les hommes, je n'ignore pas qu'il y a aussi des femmes, mais comme vous le savez, ce sont souvent des hommes. Les hommes politiques ne lisent pas sur Internet, ils lisent dans la version papier. Donc, ils n'ont pas lu ce texte. Tous ces exemples peuvent peut-être vous donner l'impression que je suis totalement paranoïaque, mais mon voisin a quelques raisons de penser que les paranoïaques ont parfois raison. Je vous remercie. Il faut voir qu'il y a un contexte de renforcement de l'appareil capacitaire de la répression des luttes. Donc, on a eu l'état d'urgence voté par tous les partis politiques, à part une dizaine de frondeurs, qui a été renouvelé. Il faut aussi se rappeler les travailleurs de Gautier qui avaient séquestré leur patron, qui ont été condamnés à la prison ferme. Et également, on peut voir aussi les arrestations fréquentes de jeunes dans des manifestations contre la loi du travail et l'utilisation systématique des gaz lacrymogènes comme des manifestants sous prétexte qu'il y avait pas casseurs sur place. Donc tout ça c'est dans un cadre où le gouvernement sait bien que tout ce qu'il fait est refusé par la classe ouvrière, qu'il n'y a pas d'autre soutien que les démocrates syndicaux qui font des actions toujours limitées contre les actions. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir toute cette politique répressive. On va poursuivre. Oui. Non, mais pour répondre peut-être d'emblée rapidement, évidemment je suis d'accord, enfin, et j'y suis sensible et j'essaie d'intervenir aussi sur ces autres sujets, mais je voudrais souligner que, premièrement, il y a une spécificité de la question Rome, c'est-à-dire la rendre indicible. Le fait qu'on ne l'entende pas, que ça n'affleure quasiment pas. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas qu'il y a des effets très réels. Moi, j'avais été frappé. Vous savez, il y a tous les ans une sorte de grande enquête qui est menée par la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur le racisme, en gros. Et j'ai pas lu la dernière version qui pourtant est sortie il y a 2 mois, mais en revanche, j'avais étudié de près celle de l'année dernière, et un des éléments qui me paraissait très frappant, c'était que sur la période 2010-2014, on voyait les sentiments anti-roms monter de manière très importante. Alors on me dirait le racisme en général, etc. Oui, mais quand même, par exemple, l'écart entre les jugements négatifs à l'égard des Roms et les jugements négatifs à l'égard des musulmans était très important et il s'accroissait. C'est-à-dire que la situation, enfin, la perception des Roms s'était désastreusement délabrée, y compris avec des questions sur mais est-ce qu'ils sont capables de s'intégrer? Évidemment, tout le monde disait non. Et pourquoi tout le monde disait non? Et pourquoi entre 2010 et 2014 ça avait autant augmenté? Parce que le discours public jouait un rôle très important. Donc d'un côté, on a un discours public qui dit ça, mais d'un autre côté, il est très important de ne pas entendre autre chose, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Le livre, par exemple, sur les Roms, moi, c'est un livre dont on a très peu parlé dans la presse, alors que je n'ai jamais été autant invité pour parler d'un travail quel qu'il soit que pour ce livre. À faire des conférences partout, etc. Donc il y a un écart entre ce qui est visible dans l'espace public à travers les médias et ce qui se passe dans la société, y compris dans des réunions publiques. C'est une illustration pour moi, là aussi, à la première personne, de, premièrement, l'enjeu de la bataille pour l'espace public, mais le fait que la société, c'est pas exactement la même chose. Donc bien sûr, il y a des points communs, mais les Roms, ils ont une fonction. C'est ce qu'on expliquait dans le livre, comme disons, hypothèse d'interprétation. C'est à quoi ça sert les Roms? Ce qu'on nous explique tout le temps, c'est qu'ils ne servent à rien. Ils sont bons à jeter. Ce sont des vauriens. Donc c'est pour ça qu'on les met à côté des décharges publiques et qu'on les laisse dans leurs ordures, etc., en considérant que voilà, c'est du déchet. D'un autre côté, ils sont quand même très utiles politiquement. Politiquement,
non seulement il sert en gros de bouc émissaire, mais les boucs émissaires, il y en a plein. Hein. De ce point de vue-là, on est assez bien fourni, on peut avoir les immigrés, on peut avoir les musulmans, enfin, il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y a une spécificité des Roms, c'est que, justement, ils servent à dire à tout le monde, au moins, je ne suis pas Rome. Je vaux mieux qu'eux. Eux, ils valent rien, moi je vaux peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je reprends l'exemple de Darius que je citais tout à l'heure. Darius se fait massacrer. La police dit « Ah oui, c'est compliqué cette affaire, hein, c'est des pauvres qui tuent des pauvres. Et c'est une bande de jeunes d'origine africaine. » Pas une seule personne, ils ont très bien identifié qui c'était. C'est lié à des histoires de drogue, etc. Ils ont très bien identifié. Pas une seule personne n'a été même en garde à vue. C'est la seule fois en France où quand on est noir, on ne se fait pas arrêter. D'habitude, il n'y a pas besoin d'avoir commis un délit pour se faire arrêter quand on est noir. Là, on commet un délit, on est identifié et on n'est même pas en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce qui est signifié à tout le monde, c'est avec les Roms, on a le droit. Même si vous êtes arabe, même si vous êtes noir, quand même vous n'êtes pas Rome. Donc vous êtes du bon côté de cette barrière-là, c'est-à-dire contre ceux qui ne valent rien, eh bien on est tous du bon côté. Et effectivement, on a beaucoup de témoignages qui peuvent être par des prolétaires, qui peuvent être par des minorités raciales, etc., qui disent « Ah non, non, quand même, les Roms, c'est autre chose. Hein. Au Maroc, nous, on n'est pas sales comme ça. Hein. » Etc. On a beaucoup de témoignages comme ça qui reviennent tout le temps, c'est-à-dire l'idée que par comparaison, tout le monde est blanc. Et y compris donc là, ces jeunes d'origine africaine décrits par la police, parfaitement identifiés, et qui ne risquent rien, mais c'est vrai aussi de ceux qui ont mis le feu à Marseille pour faire partir les Roms, et qui le déclarent publiquement, devant la télé, vous allez sur Internet, vous les trouvez toujours, aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété. Vous prenez celui qu'on a appelé le bobo de République, qui avait aspergé de produits corrosifs des Roms qui étaient sur leur matelas, place de la République, il y a 2 ans environ. Il est arrêté, il est jugé, il est relaxé. Eh bien, je vous recommande d'essayer autour de vous. Si vous voyez des gens dans la rue, jetez-leur des produits corrosifs et voyez si vous ne risquez rien. Quand c'est des Roms, on peut. Parce qu'ils sont vraiment le point par rapport auquel on peut tous se dire « je vaux quand même mieux que ça ». Et c'est à ça que servent les Roms dans le néolibéralisme. Donc ils ont une fonction particulière. C'est que le côté vaurien dit « moi je vaux quelque chose ». C'est à ça qu'ils servent politiquement. C'est pour ça qu'on nous explique que économiquement ça ne rapporte rien. Personne n'essaie de nous faire croire, par exemple, que la mendicité, ça rapporte tant que ça. C'est pas avec la mendicité qu'on va s'acheter des costards. Donc, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que la ferraille, ça vaut rien. La mendicité, ça vaut rien. Et même quand ils volent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est des voleurs de poules. Autrement dit, même quand ils sont voleurs, ça va pas loin. Donc, on nous dit ils ne valent rien. Parce que s'ils volaient des milliards, ça aurait quand même de l'allure et ils auraient des promotions. Donc, leur non-valeur est essentielle précisément dans une politique de la race. Une politique de la race, ça dit, vous valez quelque chose par comparaison avec les autres, vous n'êtes pas de la même nature. Peut-être que vous n'avez pas de boulot, peut-être que vous êtes mal logé, peut-être que vous êtes victime de discrimination, mais quand même, vous n'en êtes pas là. Hein. Vous valez quand même quelque chose. C'est à ça que servent les Roms. Une question, intervention? Merci. Alors, justement, par rapport à cette fonction que vous décrivez, déjà Peter me demande si on remonte, à partir de quand on arrive à l'identifier. Ben, ce qui complique les choses pour les Roms, je crois, c'est qu'il y a 2 histoires. Il y a une histoire au long cours et une histoire courte. Mais je crois que ce serait pareil pour tous les autres sujets. Si on prenait l'histoire de l'antisémitisme, à la fois
il y a une sorte d'antisémitisme éternel, mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas la même chose selon les époques, etc. Donc, je crois que ce n'est pas propre aux Roms, mais que l'effet éternel retour de l'antiziganisme, on va dire, et la comparaison avec les Juifs, bien sûr, n'est pas du tout absurde, je crois, dans la mesure où l'histoire des camps de concentration, c'est aussi une histoire rome. Alors, pas au même degré, pas, etc., mais quand même. Donc, pourquoi distinguer entre les deux? C'est que justement, si on se donne une histoire éternelle des Roms, c'est-à-dire depuis toujours ils sont persécutés, on va vite retrouver les questions par exemple sur le nomadisme. C'est parce qu'ils sont nomades que, etc. Donc je tends à me méfier de cette grille de lecture, comme je l'ai dit au début, cette grille de lecture culturaliste, qui leur donne une sorte de culture essentielle, intemporelle, etc. Malgré tout, le fait majeur, quand on voit aujourd'hui des Roms, Roumains et Bulgares autour de nous, c'est que quand on leur demande d'où ils viennent, eh ben, ils peuvent en général donner le nom d'un village. S'ils peuvent donner le nom d'un village, c'est bien qu'ils n'étaient pas nomades. C'est quand même assez simple comme test empirique. Donc, à mon sens, il y a de même que l'antisémitisme n'est pas éternel, de même l'antiziganisme n'est pas éternel, et là, ce qui se joue, c'est précisément à partir du moment où ils deviennent européens. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils sont européens qu'on les traite si mal. C'est parce qu'ils ont des droits qu'on essaie de leur rendre la vie invivable, à défaut de pouvoir les exclure légalement. On a pourtant essayé. On a prolongé les mesures transitoires autant qu'il était possible. C'est-à-dire, comme vous le savez, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'Union européenne et certains pays vont dire « Oui, mais laissez-nous un peu le temps de nous préparer. 2 ans, bon. 4 ans, bon. » Et jusqu'en 2014. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'on a essayé de justifier légalement un traitement différent. Mais on ne peut pas durer éternellement, parce que le manque de chance, la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe, donc ils sont européens, donc ils ont des droits. Et donc à partir de là, on recrée de la race pour justifier de les traiter différemment. Et c'est pas que ça serve à grand chose économiquement de mal les traiter, parce que quand on parle de l'immigration par exemple, on peut être tenté de se dire, ce qui est en partie vrai, oui mais ça sert au capitalisme pour exploiter les gens. C'est l'argument autour de l'immigration jetable. Quand on dit immigration jetable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant qu'ils nous servent, on les exploite, dès qu'ils ne nous servent plus, on les jette. Les Roms, même pas. Tant qu'à faire, ce serait sympa si on les exploitait normalement. C'est-à-dire, si en gros, on les payait mal, mais qu'on ne les chasse pas tous les quarts d'heure. Je ne suis pas en train de préconiser l'exploitation, hein, c'est juste pour dire, dans une hiérarchie des mots que peuvent subir les gens, ils ne sont même pas exploités. On n'en fait rien, si ce n'est politiquement. C'est-à-dire comme symbole de tout ça. Donc je crois que l'entrée en Europe, après, il y a eu bien sûr l'effondrement du bloc de l'Est, avec les conséquences que ça a eu sur un certain nombre de pays, entre autres la Roumanie, la Bulgarie, etc. Bien sûr, il y a eu ça, avec les possibilités de mobilité, etc. Mais quand même, le fait majeur, c'est l'entrée dans l'Union européenne, pas seulement en 2007, mais ce qui s'est préparé avant, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des gens qui se disent qu'ils peuvent aller à l'Ouest. Et le problème, c'est qu'ils ont le droit. On est bien obligé d'avoir une politique de la race, puisqu'on ne peut pas avoir une politique de la nation. Enfin, une politique de l'État. On ne peut pas avoir simplement le fait que... ah non, ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas européens. Ben si, ils ont le droit, ils sont européens. Donc, on les persécute. Parce qu'ils ont les droits. Il faut voir qu'il y a un contexte de renforcement de l'appareil capacitaire et de la répression des luttes. Donc, on a eu l'état d'urgence voté par tous les partis politiques, à part une dizaine de frondeurs, qui a été renouvelé. Il faut aussi se rappeler les travailleurs de Gautier qui avaient séquestré leur patron, qui ont été condamnés à la prison ferme. Et également, on peut voir aussi les arrestations fréquentes de jeunes lors des manifestations contre la loi du travail et l'utilisation systématique des gaz lacrymogènes pour des manifestants sous prétexte qu'il y avait des fracasseurs sous
Donc tout ça c'est dans un cadre où le gouvernement sait bien que tout ce qu'il fait est refusé par la classe ouvrière, qu'il n'y a pas d'autre soutien que les démocrates syndicaux qui font des actions toujours limitées contre les actions. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir toute cette politique répressive. On va tout de suite, oui. Non, mais pour répondre peut-être d'emblée rapidement, évidemment je suis d'accord, enfin, et j'y suis sensible et j'essaie d'intervenir aussi sur ces autres sujets, mais je voudrais souligner que, premièrement, il y a une spécificité de la question Rome, c'est-à-dire la rendre indicible. Le fait qu'on ne l'entende pas, que ça n'affleure quasiment pas. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas qu'il y a des effets très réels. Moi, j'avais été frappé. Vous savez, il y a tous les ans une sorte de grande enquête qui est menée par la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur le racisme, en gros. Et j'ai pas lu la dernière version qui pourtant est sortie il y a 2 mois, mais en revanche, j'avais étudié de près celle de l'année dernière, et un des éléments qui me paraissait très frappant, c'était que sur la période 2010-2014, on voyait les sentiments anti-roms monter de manière très importante. Alors on me dirait le racisme en général, etc. Oui, mais quand même, par exemple, l'écart entre les jugements négatifs à l'égard des Roms et les jugements négatifs à l'égard des musulmans était très important et il s'accroissait. C'est-à-dire que la situation, enfin, la perception des Roms s'était désastreusement délabrée, y compris avec des questions sur mais est-ce qu'ils sont capables de s'intégrer? Évidemment, tout le monde disait non. Et pourquoi tout le monde disait non? Et pourquoi entre 2010 et 2014 ça avait autant augmenté? Parce que le discours public jouait un rôle très important. Donc d'un côté, on a un discours public qui dit ça, mais d'un autre côté, il est très important de ne pas entendre autre chose, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Le livre, par exemple, sur les Roms, moi, c'est un livre dont on a très peu parlé dans la presse, alors que je n'ai jamais été autant invité pour parler d'un travail quel qu'il soit que pour ce livre, à faire des conférences partout, etc. Donc il y a un écart entre ce qui est visible dans l'espace public à travers les médias et ce qui se passe dans la société, y compris dans des réunions publiques. C'est une illustration pour moi, là aussi, à la première personne, de, premièrement, l'enjeu de la bataille pour l'espace public, mais le fait que la société, c'est pas exactement la même chose. Donc bien sûr, il y a des points communs. Mais les Roms, ils ont une fonction. C'est ce qu'on expliquait dans le livre, comme disons, hypothèse d'interprétation. C'est à quoi ça sert les Roms? Ce qu'on nous explique tout le temps, c'est qu'ils ne servent à rien. Ils sont bons à jeter. Ce sont des vauriens. Donc c'est pour ça qu'on les met à côté des décharges publiques et qu'on les laisse dans leurs ordures, etc., en considérant que voilà, c'est du déchet. D'un autre côté, ils sont quand même très utiles politiquement. Politiquement, non seulement ils servent en gros de bouc émissaire, mais les boucs émissaires, il y en a plein. Hein. De ce point de vue-là, on est assez bien fourni, on peut avoir les immigrés, on peut avoir les musulmans, enfin, il n'y a vraiment pas de problème. Mais il y a une spécificité des Roms, c'est que justement, ils servent à dire à tout le monde, au moins, je ne suis pas Rom. Je vaux mieux qu'eux. Eux, ils valent rien, moi je vaux peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je reprends l'exemple de Darius que je citais tout à l'heure. Darius se fait massacrer. La police dit « Ah oui, c'est compliqué cette affaire, hein, c'est des pauvres qui tuent des pauvres. Et c'est une bande de jeunes d'origine africaine. » Pas une seule personne, ils ont très bien identifié qui c'était. C'est lié à des histoires de drogue, etc. Ils ont très bien identifié. Pas une seule personne n'a été même en garde à vue. C'est la seule fois en France où quand on est noir, on ne se fait pas arrêter. D'habitude, il n'y a pas besoin d'avoir commis un délit pour se faire arrêter quand on est noir. Là, on commet un délit, on est identifié et on n'est même pas en garde à vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est signifié à tout le monde, c'est avec les Roms on a le droit. Même si vous êtes arabe, même si vous êtes noir, quand même vous n'êtes pas Rom. Donc vous êtes du bon côté de cette barrière-là, c'est-à-dire
contre ceux qui ne valent rien, eh bien, on est tous du bon côté. Et effectivement, on a beaucoup de témoignages qui peuvent être par des prolétaires, qui peuvent être par des minorités raciales, etc., qui disent « Ah non, non, quand même, les Roms, c'est autre chose. Hein. Au Maroc, nous, on n'est pas sales comme ça. Hein. » Etc. On a beaucoup de témoignages comme ça qui reviennent tout le temps, c'est-à-dire l'idée que par comparaison, tout le monde est blanc. Et y compris, donc, là, ces jeunes d'origine africaine décrits par la police, parfaitement identifiés, et qui ne risquent rien, mais c'est vrai aussi de ceux qui ont mis le feu à Marseille pour faire partir les Roms, et qui le déclarent publiquement, devant la télé, vous allez sur Internet, vous les trouvez toujours, aucun d'entre eux n'a jamais été inquiété. Vous prenez celui qu'on a appelé le bobo de République, qui avait aspergé de produits corrosifs des Roms qui étaient sur leur matelas, place de la République, il y a 2 ans environ. Il est arrêté, il est jugé, il est relaxé. Eh bien, je vous recommande d'essayer autour de vous. Si vous voyez des gens dans la rue, jetez-leur des produits corrosifs et voyez si vous ne risquez rien. Quand c'est des Roms, on peut. Parce qu'ils sont vraiment le point par rapport auquel on peut tous se dire « je vaux quand même mieux que ça ». Et c'est à ça que servent les Roms dans le néolibéralisme. Donc ils ont une fonction particulière, c'est que le côté vaurien dit « moi je vaux quelque chose ». C'est à ça qu'ils servent politiquement. C'est pour ça qu'on nous explique que économiquement ça ne rapporte rien. Personne n'essaie de nous faire croire, par exemple, que la mendicité, ça rapporte tant que ça. C'est pas avec la mendicité qu'on va s'acheter des costards. Donc, en fait, ce qu'on nous explique, c'est que la ferraille, ça vaut rien. La mendicité, ça vaut rien. Et même quand ils volent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est des voleurs de poules. Autrement dit, même quand ils sont voleurs, ça va pas loin. Donc, on nous dit ils ne valent rien. Parce que s'ils volaient des milliards, ça aurait quand même de l'allure et ils auraient des promotions. Donc, leur non-valeur est essentielle précisément dans une politique de la race. Une politique de la race, ça dit, vous valez quelque chose par comparaison avec les autres, vous n'êtes pas de la même nature. Peut-être que vous n'avez pas de boulot, peut-être que vous êtes mal logé, peut-être que vous êtes victime de discrimination, mais quand même, vous n'en êtes pas là. Hein. Vous valez quand même quelque chose. C'est à ça que servent les Roms. Une question, intervention? Merci. Alors, justement, par rapport à cette fonction que vous décrivez, déjà Peter demande si on remonte, à partir de quand on arrive à l'identifier. Ben, ce qui complique les choses pour les Roms, je crois, c'est qu'il y a 2 histoires. Il y a une histoire au long cours et une histoire courte. Mais je crois que ce serait pareil pour tous les autres sujets. Si on prenait l'histoire de l'antisémitisme, à la fois, il y a une sorte d'antisémitisme éternel, mais en même temps, on sait bien que ce n'est pas la même chose selon les époques, etc. Donc, je crois que ce n'est pas propre aux Roms, mais que l'effet éternel retour de l'antiziganisme, on va dire, et la comparaison avec les Juifs, bien sûr, n'est pas du tout absurde, je crois, dans la mesure où l'histoire des camps de concentration, c'est aussi une histoire rome. Alors, pas au même degré, pas, etc., mais quand même. Donc, pourquoi distinguer entre les deux? C'est que justement, si on se donne une histoire éternelle des Roms, c'est-à-dire depuis toujours ils sont persécutés, on va vite retrouver les questions par exemple sur le nomadisme. C'est parce qu'ils sont nomades que, etc. Donc je tends à me méfier de cette grille de lecture, comme je l'ai dit au début, cette grille de lecture culturaliste, qui leur donne une sorte de culture essentielle, intemporelle, etc. Malgré tout, le fait majeur, quand on voit aujourd'hui des Roms, Roumains et Bulgares autour de nous, c'est que quand on leur demande d'où ils viennent, eh ben, ils peuvent en général donner le nom d'un village. S'ils peuvent donner le nom d'un village, c'est bien qu'ils n'étaient pas nomades. C'est quand même assez simple, comme test empirique. Donc, à mon sens, il y a de même que l'antisémitisme n'est pas éternel, de même l'antiziganisme n'est pas éternel, et là ce qui se joue, c'est précisément à partir du moment où ils deviennent européens.
C'est parce qu'ils sont européens qu'on les traite si mal. C'est parce qu'ils ont des droits qu'on essaie de leur rendre la vie invivable, à défaut de pouvoir les exclure légalement. On a pourtant essayé. On a prolongé les mesures transitoires autant qu'il était possible. C'est-à-dire, comme vous le savez, en 2007, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'Union européenne et certains pays vont dire « Oui, mais laissez-nous un peu le temps de nous préparer. 2 ans, bon. 4 ans, bon. » Et jusqu'en 2014. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'on a essayé de justifier légalement un traitement différent. Mais on ne peut pas durer éternellement, parce que le manque de chance, la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Europe, donc ils sont européens, donc ils ont des droits. Et donc à partir de là, on recrée de la race pour justifier les traités différemment. Et c'est pas que ça serve à grand chose économiquement de mal les traiter, parce que quand on parle de l'immigration par exemple, on peut être tenté de se dire, ce qui est en partie vrai, oui mais ça sert au capitalisme pour exploiter les gens. C'est l'argument autour de l'immigration jetable. Quand on dit immigration jetable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tant qu'ils nous servent, on les exploite, dès qu'ils ne nous servent plus, on les jette. Les Roms, même pas. Tant qu'à faire, ce serait sympa si on les exploitait normalement. C'est-à-dire, si en gros, on les payait mal, mais qu'on ne les chasse pas tous les quarts d'heure. Je ne suis pas en train de préconiser l'exploitation, hein, c'est juste pour dire, dans une hiérarchie des mots que peuvent subir les gens, ils ne sont même pas exploités. On n'en fait rien, si ce n'est politiquement. C'est-à-dire comme symbole de tout ça. Donc je crois que l'entrée en Europe, après, il y a eu bien sûr l'effondrement du bloc de l'Est, avec les conséquences que ça a eu sur un certain nombre de pays, entre autres la Roumanie, la Bulgarie, etc. Bien sûr, il y a eu ça, avec les possibilités de mobilité, etc. Mais quand même, le fait majeur, c'est l'entrée dans l'Union européenne, pas seulement en 2007, mais ce qui s'est préparé avant, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des gens qui se disent qu'ils peuvent aller à l'Ouest. Et le problème, c'est qu'ils ont le droit. On est bien obligé d'avoir une politique de la race, puisqu'on ne peut pas avoir une politique de la nation, pas une politique de l'État. On ne peut pas avoir simplement le fait que ah non, ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas européens. Ben si, ils ont le droit, ils sont européens. Donc, on les persécute. Parce qu'ils ont les droits. Je veux... Oui, merci beaucoup. Je veux parler de... Est-ce que vous avez parlé de la France? Est-ce que vous voyez une approche différente de tout? Je parle de la Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Autriche. Alors, il y a des catégories différentes. Et je connais inégalement. Je connais assez bien la situation en France, je la connais beaucoup moins bien dans la plupart des autres pays. Mais quand même, j'ai essayé de me renseigner. L'Italie est un peu comparable à la France, dans le très mauvais traitement des Roms, et même, il faut rendre justice aux Italiens, ils ont à certains égards devancé dans le fichage racial, etc. Donc, l'Italie, ça marche assez bien comme politique de la race à l'égard des Roms. La Suisse, par exemple, ça marche assez bien aussi. C'est tout à fait remarquable, il y a des travaux qui sont faits d'ailleurs en Suisse, c'est tout à fait remarquable parce que là, l'argument que je vous disais tout à l'heure, même quand il y en a 10, c'est déjà trop, en Suisse, souvent, il y en a 10. C'est-à-dire que c'est un petit pays, et il n'y a pas des foules de Roms, et donc, quand il y en a 50, ça fait quand même un problème. Donc, la Suisse, de ce point de vue-là, est un test grandeur nature de l'argument, il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. L'Espagne, c'est très différent. Entre autres, parce que précisément, on ne parle pas, encore une fois, je suis pas, je ne connais pas tout, loin de là, hein, mais en Espagne, on n'isole pas les Roms, Roumains et Bulgares. En fait, on parle des Gitanos, et à ce moment-là, c'est aussi ceux qui sont espagnols. Et du coup, le fait, au lieu d'isoler les étrangers, de les mettre dans ce grand ensemble,
eh bien ça fait qu'ils sont traités beaucoup plus normalement. Un des tests, Aurélie Windels, qui est une des co-auteurs du livre et qui a continué de travailler sur ces questions avec des comparaisons européennes, un critère qu'elle prenait que je trouvais très bon, c'était le pourcentage d'accès aux toilettes. Et en fait, c'est sans commune mesure, j'ai oublié les chiffres, mais entre la France et l'Espagne. Mais entre autres parce que précisément, on n'est pas en train de parler seulement des étrangers, et que du coup, ça a des effets sur la manière dont se représentent les choses. L'Allemagne, je connais pas très bien, mais je sais que par exemple, à Berlin, il y a à peu près 20 000 Roms, Roumains et Bulgares. Enfin, je parle avant les derniers afflux de réfugiés, je ne sais pas si ça a bougé dans la dernière année ou pas. Ils ne dorment pas dans la rue et ils ne sont pas dans des bidonvilles. Ils sont dans des logements sociaux qui ne sont pas forcément géniaux, mais quand même. Donc il n'y a pas une politique de persécution à l'égard des Roms. La France est, je crois, championne d'Europe de l'expulsion. Aujourd'hui, en gros, depuis quelques années, c'est 18 000, on va dire, encore une fois, tout ça c'est des ordres de grandeur, hein, mais c'est 18 000 Roms, Roumains et Bulgares qui en France vivent dans des bidonvilles, etc. Ils sont expulsés en moyenne une fois par an. Ça veut dire qu'il y en a qui le sont 2 fois par an, ça veut dire qu'il y en a qui le sont moins souvent, etc. Hein. Mais en moyenne, à la louche. Hein, parce qu'après, ça dépend comment vous imaginez bien que tout ça est assez compliqué, mais à la louche, une fois par an. Vous voyez bien. de France, parce que... Non, expulsion d'un endroit à l'autre. Oui, non, pas de France, puisque, comme je vous l'ai dit, pas de chance, ils sont européens. Donc, on les expulse environ une fois par an. Il n'y a pas du tout les mêmes chiffres dans d'autres pays. Pas du tout. Sans commune mesure. Donc, nous avons fini par croire qu'on est bien obligé de les expulser, en oubliant que les autres, manifestement, ne se disent pas qu'ils sont bien obligés de les expulser. Et de fait, encore une fois, le sens commun nous rappelle que si on dit qu'ils ont des problèmes pour s'intégrer, c'est pas en les chassant tous les 6 mois qu'on va leur faciliter une intégration quelconque. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a à certains égards une exception française, à certains égards, encore une fois, l'Italie n'est pas un paradis, ni la Suisse, ni etc. Il y a une relative exception française qui est cette espèce de persécution systématique qui est inscrite au cœur de la politique. Et ce qu'il y a de très frappant, c'est que en 2010, on se disait « Ah oui, mais c'est la droite sarkozienne ». En particulier, je vais emprunter le bouquin parce que c'est une citation qu'on donne en ouverture, Manuel Valls, en 2010, critiquait Nicolas Sarkozy en disant « On désigne des populations à la vindicte ». Quand François Hollande est élu en mai 2012, c'est le début presque immédiatement de la même politique pendant l'été 2012 en France. Donc ça, c'est un élément qui a considérablement aggravé les choses, parce qu'avant, on pouvait croire avec une part d'illusion, puisqu'au niveau des politiques locales, les différences n'étaient pas si visibles, mais on pouvait croire au niveau national qu'il y avait 2 politiques possibles à l'égard des populations roms. Aujourd'hui, personne ne croit plus qu'il y a 2 politiques possibles. Tout le monde est convaincu que, puisque les uns et les autres font la même chose, c'est qu'il n'y a pas le choix. Vous me direz, en écho à la première question, il n'y a pas que sur ce sujet-là. C'est-à-dire, en matière économique, c'est la même chose qui se produit. Mais c'est là qu'on voit que les Roms sont en quelque sorte un laboratoire pour l'ensemble des politiques qui sont déployées, c'est-à-dire pour une dépolitisation de la politique. Donner l'impression qu'il n'y a pas d'alternative, donner l'impression que donc il n'y a pas de politique mais juste une gestion, c'est à ça que servent aussi les populations roms. On ne se dit pas, selon qu'on a telle idéologie ou telle idéologie, on va faire ceci ou cela, mais on se dit, la preuve que non, c'est que regardez, que ce soit des maires communistes ou que ce soit des maires socialistes ou des maires UMP, finalement, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, on se dit, c'est un problème de gestion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est une politique municipale de la race.
Ça veut dire quoi une politique municipale de la race? Ça veut dire que l'État délègue aux pouvoirs locaux la gestion. C'est pas comme l'immigration, parce que l'immigration, c'est les frontières. Donc ça, c'est l'État directement. Là, l'État, très souvent, il va juste, à travers son préfet, par exemple, dire au maire, ce serait bien de... Alors, on en avait un exemple, par exemple, le bidonville du Samaritain à la Courneuve, où le maire disait non, mais moi je voudrais bien, mais c'est le préfet qui ne veut pas, et le préfet disait mais c'est le maire qui nous demande, etc. Bref, ce double jeu des pouvoirs locaux qui se joue entre les représentants de l'État et les élus, on le retrouve un peu partout. Il y a peut-être une exception strasbourgeoise, mais c'est mon ignorance là qui parle. Mais ailleurs, disons quand on se promène ailleurs en France, c'est ce qu'on rencontre. Donc une politique municipale de la race, ça ne veut pas dire que ce serait un problème local, ça veut dire que c'est une délégation à l'échelon local. Et un échelon local qui va être à la fois avec des élus locaux, mais aussi des représentants de l'État. Mais c'est une manière qui fait qu'aujourd'hui, Manuel Valls n'a plus besoin de répéter tout ce qu'il a répété au début. Ça marche tout seul. Tout le monde sait bien que ces gens-là ne peuvent pas s'intégrer. C'est bien pour ça qu'on ne veut pas leur rendre la vie trop facile. C'est bien pour ça qu'on ne va pas les aider trop, parce que sinon, ils risqueraient d'y en avoir d'autres. Donc, cette politique de dépolitisation, elle passe aussi par le fait de dire non, ce n'est pas une politique nationale. C'est une politique locale. Et comme on sait, la politique locale, c'est à peine de la politique. C'est juste de la gestion. C'est ce que les politiques nous racontent toujours. Alors, ils nous le racontent aussi au niveau national aujourd'hui, qui ne font pas de politique, qui ne font que gérer des problèmes. Mais de ce point de vue-là, on ne doit pas opposer un échelon local qui serait dépolitisé à un échelon national qui serait politisé. Ce sont deux manières politiques de nous convaincre que ce n'est pas de la politique. Et la preuve, je n'ai même pas détaillé ce soir, mais la preuve, c'est justement la figure du riverain. À quoi ça sert la figure du riverain? Eh bien, ça sert à dire, c'est pas nous qui voulons ça, c'est les vrais gens. Et les vrais gens, permettez-moi de vous le dire, c'est pas vous. Parce que vous, si vous êtes en train de m'écouter, ça veut dire que vous êtes des bobos. La preuve, je soupçonne, c'est pas un reproche, mais que la plupart d'entre vous ne feraient pas forcément en sortant des remarques racistes sur les Roms. Donc vous êtes des bobos. Parce que si vous étiez des vrais gens, c'est-à-dire des riverains, vous habiteriez à côté de ces gens-là et vous sauriez que ça sent mauvais et qu'en plus il y a des excréments partout, donc vous n'habitez pas à côté d'eux. Ce qu'on avait montré dans le livre, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai de plusieurs manières. Premièrement, les bobos, quand on regarde les militants qui sont impliqués dans le soutien des Roms, ils sont un peu moins riches qu'on pourrait le croire. C'est pas... Voilà. Deuxièmement, souvent, ces militants, ils habitent à côté. Souvent. D'ailleurs, les associations qui s'engagent pour la défense des Roms, très souvent sont des associations locales. Ça se voit dans le nom, très souvent, des associations. Ce qui n'est pas le cas pour l'immigration. Pour l'immigration, vous avez les grandes associations nationales ou les réseaux nationaux, etc. Sur les Roms, ça se joue presque toujours à l'échelle locale. C'est-à-dire c'est des gens du coin. C'est en gros des voisins qui défendent les Roms. Mais vous ne les entendrez jamais dans la presse qualifiés de voisins. Jamais. C'est des militants. En revanche, si vous avez quelqu'un qui manifeste contre les Roms, vous n'entendrez jamais que c'est un militant. On vous dira toujours que c'est un riverain. Y compris quand ils n'habitent pas à côté. Parce qu'on ne va pas vérifier. Y compris quand, en fait, ils sont envoyés par la mairie. Ou par la mairie d'à côté. Ou par un parti politique. C'est jamais des militants. C'est juste des riverains, des vrais gens, en colère. Aurélie Lindels, co-auteur du livre, disait toujours, en fait, on reconnaît le riverain au fait qu'il est exaspéré. Les riverains sont exaspérés. Et si vous êtes un voisin et que vous n'êtes pas exaspéré, vous êtes un militant. Et probablement un bobo. Parce que sinon, vous ne pourriez pas dire ça. Et vous n'avez qu'à en prendre dans votre salon ou dans votre jardin.
politique raciale cachée sur les Roms, justement. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est juste de la perversion humaine qu'on a partout? Est-ce qu'il y a un intérêt que je suis incapable de voir? C'est pas une question basique, c'est une question fondamentale et qui n'est pas simple. Moi, c'est la question que je retourne sous différentes formes ce soir, mais aussi dans le livre, etc. C'est pourquoi? Puisque, en gros, gérer 18 000 personnes, c'est jouable. Alors, une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, c'est que si on commence à dire qu'on peut loger 18 000 personnes, se posera la question de tous les mal logés en France. Du coup, dire qu'on ne peut même pas pour ces 18 000 là, ça revient à dire, alors vous, avec vos millions de mal logés, vous pouvez rentrer chez vous. Donc c'est une des fonctions de ça, c'est que c'est un rappel pour tout le monde qu'il ne faut pas rêver. Je vous le disais tout à l'heure aussi, c'est une manière de dire, mais quand même, vous valez mieux qu'eux. Et ça a une vraie fonction, c'est-à-dire, ça tourne le ressentiment vers le bas. En gros, on n'est pas content. Mais on n'est pas content de quoi? Si vous n'êtes pas content des Roms, politiquement, c'est moins gênant que si vous n'êtes pas content d'autres choses. Donc, politiquement, c'est quand même très utile que les gens n'aiment pas les Roms. Donc, je crois qu'il est important de voir, y compris parce que ça permet aux municipalités, comme à l'État, de dire, vous voyez bien, on essaie de s'occuper des choses, mais c'est pas facile. Parce que vraiment, ces gens-là, comme disait, encore une fois, je recite ce préfet à l'égalité des chances, qui disait, c'est une sociologie qui nous échappe. Donc on se dit tous, ah oui, c'est pas facile d'être l'État. C'est pas facile d'être le maire, ou c'est pas facile, etc., ou le préfet. Oh là là, imaginez-vous si vous étiez le préfet. Pas facile. Donc je crois que c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire la démonstration qu'on fait les choses, que c'est pas facile, et que c'est pas à nous qu'il faut en vouloir, mais à eux. Ça fait beaucoup de bonnes raisons. Enfin, bonnes raisons, vous aurez bien compris, je ne suis pas entièrement acquis à cette politique. Mais je pense que ça a une rationalité. C'est complètement irrationnel à certains égards. C'est-à-dire, à quoi ça sert de persécuter des gens? Ça va aider personne, ça va, etc. Donc c'est irrationnel. Mais il y a une vraie rationalité, c'est-à-dire ça a une fonction politique. Ça n'a pas de fonction économique, mais c'est une fonction politique. Enfin, je ne sais pas, ça ne vous convainc pas trop comme réponse? Non, mais enfin, la réponse, enfin, je vous dis, moi je me bats avec cette question-là parce qu'on a envie de se dire, mais quand même, pourquoi ils font ça? Est-ce que ça dédouane les politiques de ne pas s'occuper de l'ensemble des immigrés? Je vais prendre un exemple sur une des manières quand même, pour prendre un exemple précis. En 2012, pendant l'été 2012, si vous vous souvenez, donc peu après l'élection de François Hollande, élu en mai, Manuel Valls relance la question Rome. Alors on pourra se dire, bah oui, c'est normal parce que c'était le maire d'Evry, etc. Mais enfin quand même. A priori, est-ce que c'était la première urgence pour le gouvernement de François Hollande? Un des éléments, c'est que c'est pendant cet été, pendant le mois d'août précisément, que se posait la question du traité de stabilité. Le traité de stabilité pour lequel la France, pour laquelle le Conseil constitutionnel, je crois que c'est le Conseil constitutionnel, disait on n'est pas obligé de passer par un référendum. Si je vous parle du traité de stabilité, je pense que la plupart d'entre nous, on ne sait plus exactement ce que c'est. Pourtant, c'était très important. Comment ça se fait? Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé? D'une part, parce qu'il n'y a pas eu de référendum, mais d'autre part, parce qu'on a beaucoup parlé des Roms. Pendant qu'on parlait des Roms, on ne parlait pas d'autre chose. Et la coïncidence dans le temps est très frappante. Encore une fois, on a du mal à penser qu'un président qui vient de se faire élire ait tant que ça besoin de mettre en avant une question aussi peu importante,
évidemment très importante pour les personnes concernées, hein, vitale pour les personnes concernées. Mais pour les 67 millions de Français, ces 18 000 Roms, c'était la première chose à faire pour un gouvernement qui venait d'arriver au pouvoir. Donc ça sert aussi à ça. Ça occupe, ça distrait.